Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr. Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié au salariat, un mot qui n'est pas particulièrement scientifique, que nous connaissons et utilisons tous, mais qui recouvre une réalité changeante, complexe, pas forcément bien comprise. Pour y voir plus clair, nous disposons fort heureusement des travaux de chercheurs et notamment de sociologues. C'est pourquoi nous recevons aujourd'hui Sophie Bernard. Sophie Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse, professeure de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, l'autrice de l'ouvrage « Le nouvel esprit du salariat » paru en 2020, qui s'intéresse précisément à l'évolution des formes de rémunération des salariés pour mieux appréhender ce qu'est devenu le salariat. C'est tout l'objet de cet épisode, à travers vos observations de terrain, des récits, des analyses que vous menez depuis des années. On va tenter de comprendre comment le salariat devient, je vous cite, un foyer central de diffusion des valeurs individualistes et méritocratiques qui irriguent la société, avec au centre la figure du travailleur autonome et responsable. Progrès ou enfumage, on va en discuter. Et pardonnez cette voix un peu enrhumée. Alors pour commencer, moi je voudrais qu'on replace vos travaux dans le contexte plus large des études sur le salariat et sur le travail, que l'on comprenne en fait comment vous complétez ce champ en quelque sorte. Tout à fait. Alors, depuis une vingtaine d'années, ce qu'on observe, c'est une focalisation des travaux sociologiques sur l'étude des marges du salariat. Alors, il faut faire un petit rappel historique pour expliquer en fait ma démarche. C'est que finalement, le salariat s'est imposé au XXe siècle comme le principal vecteur d'intégration sociale. Et pour reprendre les travaux de Robert Castel, qui est une référence en matière de salariat, il faut rappeler que le salariat est devenu le socle de la société salariale seulement après la Seconde Guerre mondiale. Dans les sociétés pré-industrielles européennes, si on caractérise le salarié comme celui qui est contraint d'échanger sa force de travail contre une rétribution, il est en fait très marginal et surtout, cette condition, elle est systématiquement associée à l'indignité. Le salarié, c'est celui qui vit au jour le jour dans une condition misérable. Dans la société salariale, ce qui a mis du temps à se constituer, c'est que la reconnaissance du lien de subordination qui lie le salarié à l'employeur a permis en contrepartie d'octroyer des droits et des protections aux salariés. Mais depuis les années 1970, on assiste à une déstabilisation du salariat, hausse du chômage, croissance des emplois précaires, et depuis les années 90, une croissance du travail indépendant. C'est la raison pour laquelle on a de nombreuses enquêtes sur ces marges du salariat, et mes travaux viennent en fait les compléter, au sens où moi je m'intéresse aux transformations qui affectent les travailleurs et les travailleuses au cœur du salariat stable. Oui, alors c'est d'autant plus intéressant, je crois, de s'intéresser effectivement sur ce salariat stable, comme vous dites, que ça constitue aujourd'hui une grande majorité des travailleurs et travailleuses en France, un peu à rebours de effectivement ce discours qu'on a et qui est très légitime sur la précarisation de l'emploi. Est-ce que peut-être vous voulez placer un petit chiffre sur cette... Oui, tout à fait. C'est important de le rappeler parce qu'en effet, du point de vue des médias aussi, on entend parler beaucoup de l'avènement d'une société de petits entrepreneurs, par exemple. Et en fait, on n'y est pas du tout, puisque aujourd'hui, 88% des actifs sont des salariés. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plus en plus d'allers-retours en fait, entre indépendance et salariat, mais il n'empêche que le salariat reste majoritaire. Et parmi les salariés, en fait, les 3/4 sont en CDI, en contrat à durée indéterminée. Alors encore une fois, il faut nuancer malgré tout, c'est-à-dire qu'il faut dissocier le flux et le stock. C'est-à-dire qu'en matière du point de vue du stock, les salariés en CDI sont majoritaires. Mais si on regarde du point de vue du flux, c'est-à-dire le pourcentage de types de contrats signés, eh bien en réalité, on a autour de 87% des contrats signés qui le sont en CDD. Donc de fait, on assiste bien à une déstabilisation du salariat, mais il n'empêche que le salarié en CDI reste majoritaire. Alors, vous vous intéressez plus précisément encore à l'évolution des modes de rémunération de ces fameux salariés stables. C'est ça, la rémunération, c'est cette porte d'entrée que vous prenez pour observer, analyser la manière dont le salariat change. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement ? Alors, très concrètement, peut-être que c'est intéressant de revenir sur la genèse de cette recherche.
En fait, à l'époque, je travaillais sur l'automatisation des caisses dans la grande distribution et j'interroge une caissière qui, à propos justement du vol régulier des clients aux caisses automatiques. Et elle m'explique qu'elle est très attentive justement à cette tâche en argumentant, ce qui a suscité justement mon étonnement à l'époque. J'y prête attention parce que c'est mon argent qu'on vole, je suis actionnaire. Donc j'étais face là à une salariée située tout en bas de l'échelle salariale et qui finalement avait des intérêts convergents avec le grand patron richissime de ce grand groupe de la distribution, ce qui m'a interpellée à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit il y a quelque chose à creuser du point de vue des rémunérations, et des rémunérations variables en particulier. Alors, les rémunérations, ce n'est pas du tout un sujet central pour les sociologues. C'est un sujet central légitime pour les économistes, pour les gestionnaires. Il y a bien eu des travaux en sociologie, mais des travaux plutôt anciens. Et puis, sinon, on a quelques travaux, mais sur des univers très spécifiques, comme le monde de la finance, avec les travaux d'Olivier Gotchaud en particulier. Moi, je voulais justement m'intéresser à la rémunération des salariés de manière générale, et en particulier les rémunérations variables, parce que pour moi, ça me permettait d'appréhender les transformations qui affectent le monde du travail. Parce que d'un côté, ces transformations des modes de rémunération, en fait, elles sont révélatrices des mutations du monde du travail, et en même temps, elles y participent. Et très concrètement, du point de vue de l'enquête, alors je suis essentiellement passée par des entretiens durant lesquels je les faisais parler à la fois du montant de leur rémunération, mais aussi de leur perception, de leur représentation. Je l'ai aussi croisé avec des observations du travail, parce qu'il s'agissait de comprendre le travail mené pour pouvoir saisir leur représentation du juste salaire. Et alors déjà, une première chose à dire, c'est que les salariés, en fait, n'ont pas de difficulté à parler de leur rémunération. Parce que justement, régulièrement, on me disait, tu n'y arriveras pas, les gens ne parlent pas d'argent. En réalité, ce n'est pas du tout un sujet tabou. Et là, ils avaient l'opportunité de le faire. Et en fait, ça se passait plutôt facilement. Ils vous montrent des feuilles de salaire, par exemple. Tout à fait. Certains, alors pas tous, mais certains sont venus à l'entretien, sachant que je précisais que c'était sur les rémunérations. Ils venaient avec des fiches de paye. Et par contre, c'était très compliqué. Très compliqué pour moi, mais pour eux aussi. Parce que justement, avec ce mouvement de complexification, diversification des rémunérations, on a en fait, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 2000, en fait, les salariés ont des rémunérations qui comprennent des éléments fixes, des éléments variables, des éléments individuels, des éléments collectifs. Il faut avoir en tête que c'est plus de 84% des salariés qui touchent des rémunérations variables. Donc c'est vraiment très répandu. Et justement, et toutes ces rémunérations s'inscrivent en plus dans différentes temporalités. Mon salaire fixe, mensuel. Mes primes, mensuelles. Mes primes, trimestrielles. Mes primes, annuelles. Et l'actionnariat salarié, là, c'est pluriannuel. Donc, eux-mêmes étaient un peu perdus dans tout ça. Et il fallait déjà décrypter. Et ce qui était parfois intéressant aussi, c'est qu'ils prenaient conscience à ce moment-là réellement de ce qu'ils gagnaient pendant l'entretien. L'entretien servait de révélateur, en fait, à ce moment-là. Et était révélateur aussi d'inégalités dont ils n'avaient pas forcément conscience auparavant. Ce qui me posait un peu des cas de conscience de ce point de vue-là. J'ai le souvenir, par exemple, d'une enquêtée, une employée de rayon, qui m'expliquait, donc dans la grande distribution, qui m'expliquait que elle, en fait, toutes ces primes de participation et d'intéressement, elle les plaçait systématiquement dans l'actionnariat salarié, me disant que c'était extrêmement rentable. Le problème, c'est qu'en fait, elle n'avait pas suffisamment pour vivre. Donc, en fait, elle prenait à côté des crédits à la consommation pour pouvoir s'en sortir au quotidien. Donc, elle s'est retrouvée en surendettement à la fin. Mais quand vous êtes en face et qu'on vous explique les démarches et les formes de rationalité, d'épargne, de gestion de revenus, et que ça ne vous paraît pas rationnel, eh bien, en tant que sociologue, vous devez rester à distance et comprendre les mécanismes qui ont mené à cela. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est que par les rémunérations, vous pouvez accéder à tout un tas de choses. Parce que vous accédez aux relations avec l'employeur, mais aussi avec les collègues, parce qu'en fait, on se compare systématiquement. Soi-disant, on ne connaît pas ce que les collègues touchent comme prime. En fait, on finit toujours par le savoir. Ça se sait. Et en fait, ça crée justement des sentiments d'injustice très souvent.
Oui, parce qu'à vous entendre, à vous écouter, on se dit que la grille de salaire, hein, cette expression qui désigne normalement un tableau clair de qui est payé comment dans une entreprise, est quelque chose de parfaitement illisible, ou en tout cas de plus en plus illisible. Tout à fait. Maintenant, c'est totalement illisible. En fait, on avait une norme dans les années 50 où c'était un salaire fixe qui correspondait, qui était négocié collectivement au niveau de la branche. On avait des grilles de classification. Et puis, c'était des augmentations générales de salaire. Et en fait, à partir des années 2000, justement, on a cette transformation. Et on a une part des rémunérations aussi qui... alors déjà, on a une part des rémunérations qui sont négociées au niveau de l'entreprise et moins au niveau de la branche. Et encore une autre part des rémunérations qui sont négociées directement dans une interaction avec son supérieur hiérarchique. Oui, quelque chose de complètement individualisé, quoi. Complètement. De toutes ces observations de terrain qui ont duré plusieurs années, hein, vous arrivez à cet ouvrage L'esprit du salariat, dans lequel vous vous focalisez sur 3 types de salariés. Alors vous leur donnez des noms, hein, de catégories. Il y a le ou la salarié dit associé, étudié dans les grands groupes de distribution, donc plutôt alimentaire. Le ou la salarié dit méritant, dans le secteur bancaire cette fois-ci. Et enfin, une 3e catégorie qui serait le ou la salarié quasi indépendant. Et là, c'est plutôt des commerciaux, en fait. Alors, ce qu'on comprend dans ces 3 cas, effectivement, c'est qu'on n'est plus tellement dans la figure du salarié protégé, éloigné des organes décisionnels de l'entreprise, hein. On est plutôt sur un salarié vu, en tout cas par ses patrons, comme quelqu'un d'autonome, d'hyper investi, une petite dimension entrepreneuriale quand même, hein, c'est bien ça ? Tout à fait, c'est qu'en fait, ces rémunérations variables, elles viennent travailler la frontière avec le travail indépendant. Parce qu'en fait, on les enjoint à faire leur salaire. Et faire leur salaire, je trouve que l'expression, elle est assez juste, elle vient d'un enquêté, en fait, d'un commercial, qui, en fait... En les enjoignant à faire leur salaire, il s'agit en fait de les responsabiliser. Alors, c'est pas anodin, c'est pour obtenir leur implication, pour qu'ils se sentent responsables et qu'ils aient le sentiment qu'ils sont comme des travailleurs indépendants, qu'ils ne s'inscrivent pas dans un lien de subordination, mais qu'ils travaillent pour leur propre compte. Et donc, on leur offre ce que j'appelle dans l'ouvrage une autonomie pour l'organisation. Alors, c'est une autonomie qui n'est pas accordée, mais plutôt exigée. On attend d'eux qu'ils soient autonomes, investis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôle non plus, mais en fait, ils changent de forme, ils se déplacent. Ils portent moins sur l'exécution du travail que sur les résultats, mais ce qui laisse des marges de manœuvre. Et donc, ça va participer d'une intériorisation de la contrainte. Les salariés se perçoivent comme personnellement responsables de leurs résultats, ce qui donne un mouvement, ce qui participe d'un mouvement du passage du contrôle à l'autocontrôle. On intériorise la contrainte et finalement, ça marche quand même pas mal. C'est-à-dire qu'on a des salariés qui se sentent hyper investis au travail et ça se traduit par des durées du travail souvent extensives. En particulier, par exemple, vous avez cité les commerciaux. Là, on ne compte pas son temps de travail parce qu'il est à la mesure de son salaire, puisqu'on est payé à la commission. Et puis aussi d'une forte intensité du travail. On veut faire du chiffre, on veut que ça tourne parce que finalement, les résultats de l'entreprise, ils sont en lien avec ce qu'on va toucher à la fin, nous aussi. Est-ce que c'est purement lié à la rémunération ou il y a d'autres choses qui se jouent, quoi ? Alors disons que ça va être la rémunération est une entrée en fait pour y accéder. Après, c'est lié à tout un tas d'autres éléments en fait qui vont participer de cette individualisation, de cette responsabilisation des salariés. Mais disons qu'en tous les cas, les managers ont intégré dans leur batterie d'outils managériaux les dispositifs de rémunération variable pour mobiliser justement les salariés et obtenir ça de leur part. Oui, sachant que le manager, lui aussi, le ou la manager, a une part variable, enfin. Tout à fait. Et se retrouve pris justement entre deux, à la fois enjoint à pousser les salariés qu'il supervise pour atteindre leurs objectifs, lui-même étant évalué sur ces objectifs-là. Donc, en effet, on se retrouve dans toute une pyramide qui va justement intégrer ce que j'appelle donc ce nouvel esprit du salariat. On fait une petite pause musicale, ou en tout cas humoristique. On va écouter un extrait de sketch des Deschiens qui s'appelle « Le bénévole ». La plaie de l'entreprise, c'est le salarié.
Absolument. Alors le salarié, il arrive, il est jamais content. Non, ça va jamais. Ça va jamais. Il pense qu'à partir le soir, il pense à son chèque à la fin du mois. Vendredi soir, il pense à moi. Jamais content. Jamais. Demande des augmentations. Le bénévole ne demande pas tout ça. Mais non, puisqu'il n'a rien. Voilà, exactement. Le bénévole vient avec son cœur. Je vois. Avec son enthousiasme. Mais voilà. Et c'est ça qui compte. Et c'est comme ça qu'il se réalise. Dans le travail, dans l'entreprise. Atmen, c'est un garçon qui travaillait déjà, qui était salarié. Oui, mais pas beaucoup quand même. Pas beaucoup, mais quand même, il faut quand même. Ils sont jamais contents. Ils sont jamais contents. Mais on paye quand même. Ils sont jamais contents. Il y a ton petit salaire, mais il y a les charges, il y a les vacances, il y a les retraites. On s'en sort pas. Il y a tout. Bon, ben maintenant, il vient avec son cœur, il est content. Et ben voilà. Oui, mais j'ai pas du choix. Voilà. Voilà. Une façon de construire l'entreprise. Avec des valeurs. En se construisant soi-même. Donc c'était Les des chiens sur le salarié qui se plante tout le temps alors que le bénévole, lui, il met du cœur. Bon, nous, la question qu'on a envie de vous poser concrètement, c'est est-ce que les salariés sur lesquels vous avez enquêté se font avoir, en fait, dans cette histoire d'autonomie, de primes? Est-ce que, globalement, on leur demande de mettre une part bénévole d'eux-mêmes dans leur entreprise, quoi? Alors, je pense que l'extrait il plairait beaucoup à Maud Simonet, une collègue qui étudie toutes ces activités qui portent sur tout ce qui est travail gratuit, mais qui sert de fondement, en fait, à des politiques de précarisation de l'emploi. Et moi, donc, ça m'évoque l'adage « tout travail mérite salaire », avec justement ce mot de « mérite » qui est en fait central ici. Parce qu'en fait, dans le principe, quand on les interroge, les salariés ils sont globalement favorables au principe des rémunérations variables. Et notamment parce qu'ils considèrent qu'elles relèvent d'une idéologie méritocratique. À chacun selon son mérite. Et par exemple, j'ai le cas d'un jeune diplômé du secteur bancaire qui lui m'explique, qui vient de débuter dans l'entreprise et qui m'explique que lui, son idéal, c'est un salaire qui serait entièrement variable. Et pour lui, il argumente en fait au motif qu'il voit autour de lui des personnes qui ne travaillent pas autant, c'est toujours dans ce sens-là que ça fonctionne, et qui ne méritent pas de gagner autant que lui. Donc, sur le principe, ils sont plutôt favorables donc aux rémunérations variables. Après, eh bien oui, les salariés se plaignent. En effet, ils manifestent beaucoup plus d'insatisfaction au moment de la mise en œuvre de ces rémunérations variables. Mais au-delà du caractère juste ou injuste, ces rémunérations variables, elles opèrent surtout un report des risques et des contraintes sur les salariés, parce qu'ils sont chargés de faire leur salaire et donc ils sont en fait confrontés aux risques comme des petits entrepreneurs, pour reprendre un peu ce qu'on disait juste avant. C'est que on assiste en fait au cœur du salariat stable à une remontée de l'incertitude. Avec le déploiement des formes de rémunération variable et individualisée, eh bien, ils sont confrontés à l'incertitude de leur revenu. Ils peuvent connaître une chute de leur rémunération. Et c'est particulièrement prégnant pour les salariés situés en bas de l'échelle salariale, parce que pour eux, ces compléments de salaire, c'est pas juste un complément, justement. C'est impératif pour subvenir à leurs besoins, à ceux de leur famille. Et pour eux, ils sont dans une situation où on rejoint quasiment cette situation de vivre au jour le jour. Ils n'arrivent pas à se projeter, à anticiper les dépenses, et particulièrement quand le déploiement de ces primes s'est opéré au détriment des augmentations de salaire. Et ça, c'est ce qu'on voit dans la grande distribution. En fait, ce que m'expliquait notamment un syndicaliste, c'est que à chaque négociation annuelle sur les rémunérations avait lieu au même moment que l'annonce du taux de participation, qui était très longtemps, en fait, pendant une trentaine d'années, toujours très élevé. Et en fait, les négociations à ce moment-là, elles ne fonctionnaient plus du tout parce qu'on leur rétorquait sans arrêt « c'est bon, vous avez vu le niveau des primes, tout va bien ». Que je vous coupe une seconde pour qu'on comprenne bien. Une salariée dans la grande distribution, plutôt en bas de l'échelle. Niveau SMIC. Voilà, niveau SMIC, donc travail en rayon ou en caisse. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur propose là exactement sur la feuille de paie? C'est-à-dire qu'il y a un SMIC, un brut, voilà, assez classique, j'ai envie de dire.
Et là-dessus, il y a une prime qui vient s'ajouter en fonction de quoi, comment ? Alors, il y a plusieurs primes. Il y a une prime d'intéressement, une prime de participation. L'une est liée, la prime d'intéressement, elle est liée au résultat du magasin. La prime de participation, elle est liée au résultat du groupe en France. Et ensuite, ils ont la possibilité de placer de l'argent sur l'actionnariat salarié. Et pendant une trentaine d'années, jusqu'aux années 2000 en gros, ces primes étaient très élevées. Ça pouvait correspondre à 6 mois de salaire. Donc c'était vraiment conséquent. Et puis le taux pour l'actionnariat salarié était aussi très avantageux. Donc de fait, à l'époque, durant la belle période de la grande distribution, finalement, ces primes, elles permettaient de compenser un salaire qui était collé au niveau du SMIC. Le problème, c'est qu'il est toujours resté collé au niveau du SMIC, qui ne correspond pas malgré tout qui s'est traduit par une baisse de leur niveau de vie. Et ces primes, en fait, elles ont quasi disparu aujourd'hui. Donc pour eux, c'est vraiment une chute importante de leur rémunération. Et c'est particulièrement le cas pour ceux qui rentrent justement aujourd'hui au niveau employé, caisse, surtout à temps partiel, dans la grande distribution. Mais du coup, ils se retrouvent à assumer les risques du marché, en réalité. Et là, il faut tenir compte en fait de l'importance de la conjoncture économique. C'est-à-dire qu'on n'a de cesse de leur répéter « vous êtes responsable de votre salaire, c'est à vous de faire les efforts pour améliorer votre niveau de rémunération ». Sauf qu'en période de crise, en réalité, eh bien, ils ont beau faire, ils ne déméritent pas pour autant, mais les primes ne sont pas à la hauteur. Parce que, en fait, ils ne sont pas responsables du niveau de rentabilité de l'entreprise. Et in fine, ça se répercute malgré tout sur leur niveau de rémunération. Est-ce que c'est la même logique dans le secteur bancaire ? Oui, alors dans le secteur bancaire, on va en fait dans les 3 secteurs que j'ai pu étudier, ce qu'on va voir, c'est qu'on assiste dans les 3 cas à une chute des rémunérations variables. Donc tant que les rémunérations variables atteignaient un niveau assez élevé, de fait, on pouvait parler d'une forme de partage des bénéfices, de convergence des intérêts entre employeurs et salariés. Et c'est quand ces primes chutent ou disparaissent que les salariés prennent conscience en fait de leur incapacité en fait à agir sur les résultats de l'entreprise, mais en même temps ils ont les répercussions en fait de cette situation. Oui, en fait, oui. Situation de difficulté économique, là on réalise que c'est un peu de l'enfumage tout de même. Un autre élément frappant à la lecture de votre ouvrage sur le nouvel esprit du salariat, donc, c'est le niveau d'inégalité homme-femme que suscitent ces fameuses rémunérations sur prime. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Alors, ce qui se passe exactement, c'est que, déjà au niveau du salaire fixe, comme vous le savez, les femmes gagnent moins que les hommes. Autour de 20% de moins, et puis après, toutes choses égales par ailleurs, on est à peu près à 8%. Donc il y a un écart important déjà du point de vue du salaire fixe. Et les rémunérations variables, elles viennent en fait accentuer ce phénomène. Et là, en fait, elles viennent renforcer les inégalités existantes. Et ça, on le voit en particulier sur les primes sur objectif. Parce que finalement, quels critères est-ce qu'on va mobiliser pour mesurer le mérite de chacun et chacune ? Et en fait, les femmes, elles sont suspectées en permanence d'une faible disponibilité, d'un moindre investissement au travail, des critères en fait qui sont centraux pour mesurer le mérite. Et donc, elles doivent sans cesse faire leurs preuves pour démontrer qu'elles méritent de toucher des primes, en particulier, par exemple, au retour d'un congé maternité, où plusieurs m'expliquent que, un enfant, c'est 2 ans de gel de salaire. 2 enfants, 4 ans. Dans tous les secteurs que vous avez étudiés ? Ça, c'était dans le secteur bancaire. Ou la prime sur objectif, qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs ? Alors, c'est en fonction de toute une série de critères, une longue grille. Et en fait, en fonction de ces critères, le manager va évaluer le niveau de prime de chacun, chacune. Donc, ok. Donc, c'est en amont même, juste que je comprenne bien. Non, c'est suite à l'entretien annuel d'évaluation. Du coup, c'est à ce moment-là, lors de l'entretien annuel d'évaluation, le manager a toute une grille extrêmement formalisée
durant laquelle, en fait, il va mettre en scène, en tout cas, tout un dispositif très formalisé. En réalité, en fait, les managers se trouvent en fait en difficulté parce qu'ils ont en réalité une enveloppe fermée pour les distribuer les primes et ils ne peuvent pas satisfaire tout le monde. Donc, en réalité, c'est plutôt du bricolage. Sous couvert d'un exercice très formalisé, très objectif, en réalité, c'est plutôt du bricolage. Et les femmes, c'est les premières à en pâtir. Elles en souffrent, ouais. Elles en souffrent directement, parce que aussi, ce qui va jouer, c'est que ce qu'on voit dans plusieurs enquêtes, dans la mienne, mais dans d'autres aussi, c'est que les femmes, elles sont moins enclines que leurs homologues masculins à solliciter leurs supérieurs pour négocier leur rémunération. Et donc, elles disent qu'elles sont oubliées, c'est leur terme, au moment de la distribution des primes. Et paradoxalement, ce qu'il faut noter aussi, c'est que, alors que les femmes, donc, elles gagnent moins que les hommes, en fait, elles sont globalement plus satisfaites que les hommes de leur niveau de rémunération. Alors, pour comprendre en fait ce paradoxe, c'est Delphine Serre et Christian Baudelot qui expliquent que justement, en fait, le critère de comparaison est différent pour les hommes et pour les femmes. Les hommes vont se comparer avec leurs homologues masculins. Et donc vont être plutôt insatisfaits de ce point de vue-là. Tandis que les femmes, en fait, elles vont se comparer plutôt avec leur mère. Et à ce moment-là, elles tendent plutôt à avoir une amélioration de leur niveau de rémunération. En fait, en vous écoutant, on réalise que ce nouvel esprit du salariat, il se caractérise aussi par de nouvelles compétences, dont celle de négociateur ou négociatrice. Le salarié doit être capable de négocier. Enfin, c'est quelque chose d'assez frappant, là. Oui, ce qu'on met en avant, en fait, c'est la dimension marchande et contractuelle, en fait, du salariat, qui rapproche justement le salarié de cette figure du petit entrepreneur. Sophie Bernard, un grand merci. C'était les mots de la science. Merci à vous.